the only thing that ever heals, the only thing that ever awakens is connection. I do think we have a pleasure deficit disorder in this country. It's getting faster and faster. Our world's getting really hyper-connected, but human connection is beginning to dissolve. I do think, though, that there is a cure, and that cure is female orgasm. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Aujourd'hui, un Watchlist en duo avec David. Coucou. Bonjour. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un contenu disponible sur Netflix, un documentaire d'1h30 qui est sorti en 2022. Tu te souviens un petit peu du pitch ? C'est une société qui s'appelle OneTaste, qui est issue de l'écosystème technologique de San Francisco. Et cette société avait comme but avoué l'épanouissement, un épanouissement sexuel. Sa fondatrice avait inventé une pratique qui s'appelle la méditation orgasmique. Cette société a existé pendant 15 ans avec la fondatrice. Le documentaire va retracer cette histoire avec des images internes, inédites, et notamment des entretiens avec d'anciens membres. Un documentaire qui est vraiment une investigation. Il y a une réelle progression. On découvre au fur et à mesure ce qu'il y avait derrière tout ça. Je pense qu'il y a des trigger warnings. On va pouvoir peut-être en parler maintenant. Tu vas peut-être pouvoir en parler. Alors Netflix, contrairement à Prime qui fait une liste très longue de tous les trigger warnings qui peut y avoir dans leur contenu, Netflix n'a mis qu'un seul trigger warning. Il a dit que ce documentaire était 16 ans et plus, ce qui m'étonne, et qu'il y avait des évocations de violences sexuelles. De mon humble point de vue, il y a des évocations de violences sexuelles. On parle énormément de la culture du viol. Il y a également de l'homophobie. Je crois qu'il y a un peu de transphobie. Il y a énorme. En fait, tous les trigger warnings en lien avec la sexualité, je pense qu'on peut les inclure dedans parce que c'est quand même un documentaire qui est quand même assez difficile. Comme on a dit, il y a une progression et plus ça va, plus il peut être difficile à voir pour les gens que ça peut toucher. Voilà, je préfère le dire, mais ça reste quelque chose d'extrêmement intéressant. Moi, je le mettrais pas 16+. Je vais être honnête, je le mettrais 18+. Déjà parce qu'il y a des images qui sont un petit peu pas évocatrice quand même, ou peut-être je suis un petit peu prude à ce niveau-là, dit-elle en faisant un watchlist sur un documentaire. Voilà, mais en tout cas, je trouve que 18+, c'est pas abusé. Non, tout à fait, là, je suis d'accord. J'aurais pas mis ma fille à 16 ans devant le documentaire. Il y a même des images qui sont plus qu'évocatrices. Enfin, il y a un floutage, certes, mais ouais, c'est un peu dur pour... Ouais, c'est quelque chose de plutôt 18 ans, ouais. Faut être armé quand même. Je trouve que ce documentaire fait écho à pas mal de sujets d'actualité et que c'est important de le voir pour comprendre le fonctionnement de pas mal de choses. Je t'ai passé totalement à côté, moi, de OneTaste. Quel est ton avis, toi, sur un petit peu la forme de ce documentaire Qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est un documentaire qui est alors dans la forme très classique. C'est vraiment le documentaire Netflix vraiment classique, avec des témoignages, un mélange de narration, de documents. La construction est efficace, claire, précise. Parce que ce qui est intéressant aussi dans ce documentaire, c'est de comprendre la construction d'un processus sectaire. Basé sur la sexualité, enfin, sur le bien-être sexuel. Et ça, on pourra en parler parce que c'est aussi quelque chose de très particulier. Mais il est intéressant pour comprendre, pour démonter et comprendre comment on peut basculer d'une idée qui a l'air tout à fait positive, altruiste, vers quelque chose de plus sectaire, de prenant, de quelque chose qui va vous engluer dans un processus de pensée, un processus d'action dans lequel il est très difficile de sortir. Je rajouterais sur la forme, je pense que si vous n'aimez pas les documentaires Netflix, n'y allez pas, parce que honnêtement, c'est le reportage Netflix construit comme tous les autres reportages Netflix. Enfin, je retrouve cette patte du documentaire un peu true crime, phénomène, etc., tel qu'ils le font depuis des années. C'est vraiment aucune surprise, en tout cas, à ce niveau-là. La surprise va plutôt être dans le contenu, les images qu'ils vont montrer, mais le côté, on passe d'un témoignage à des images, d'archives, etc., c'est classique. Il voulait entendre la voix d'une femme. Il voulait voir une femme comme elle à la tête d'une entreprise comme celle-ci. Une entreprise dirigée par des femmes, c'était vraiment important, étant donné l'enseignement de OneTaste. Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a un homme et une femme, donc je pense que Alex, toi, tu as un point de vue quand même bien particulier en tant que femme sur ce documentaire.
Oui, parce qu'en fait, One Taste, c'est une start-up qui a été créée par une femme et qui, enfin, on verra plus tard, mais en tout cas, la tête pensante de cette start-up est une femme. Et la vocation, c'est un petit peu un délire qui est né quand même dans les années 2000 dans les médias du monde entier. Le côté la femme doit avoir des orgasmes, d'avoir cette sexualité épanouie. Et ça a fait un peu une explosion de contenu dans les années 2000, etc. Avant, il y avait genre Brigitte Lahaie qui faisait une revue sexo dans je sais plus quel magazine People. Et après, il y a eu tous les magazines avaient leur rubrique sexo. Et puis Maya Mazorette, elle a été assez connue, en tout cas sur Internet, etc. Il y avait un petit peu comme pas une dictature, le mot est un peu fort. Il y avait un petit peu comme un diktat. La femme doit être épanouie, la femme doit avoir des orgasmes. Et ça, cette start-up, elle a un petit peu sauté sur l'occasion pour dire on va faire un truc qui va rendre les femmes épanouies et heureuses sexuellement. I do think, though, that there is a cure, and that cure is female orgasm. La méditation orgasmique, en fait, c'est de la masturbation en groupe, j'ai envie de dire. Et c'est des hommes assignés à la naissance masculin qui vont performer sur des assignés à la naissance femmes. Voilà. Orgasmic meditation is a way to connect to yourself, connect to your partner, and to feel more in your body. C'est des gens avec des zizi qui vont s'occuper de gens avec des vagins. Voilà, en résumé. Et moi, ça m'a pas mis très à l'aise, en fait, tout ce délire où est créé un truc en mode maintenant, les femmes, c'est votre moment, vous allez avoir des orgasmes et votre vie va devenir meilleure. L'OM, c'est pas l'Olympique de Marseille, c'est de la masturbation en public et les gens payent pour ça. C'est ça que j'ai trouvé complètement fou. Et en fait, ça m'a ramené à comment dire, ça m'a fait penser à de la prostitution déguisée. Et en fait, j'avais l'impression très rapidement que les femmes n'étaient pas mises en avant comme des gens qui allaient s'épanouir, mais que justement les femmes allaient servir d'instrument un peu de PlayStation à des mecs un peu frustrés qui, eux, payaient très très cher. C'est les mecs qui payaient plus cher pour pouvoir faire ça à des femmes, a priori, d'après le début du reportage, consentantes. A priori, hein, parce qu'on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça par la suite. Moi, j'avais l'impression vraiment que c'était une start-up, mais dès le début. Mais après, c'est moi, mon point de vue de meuf qui a 33 ans et qui a vécu le hashtag MeToo et qui a vécu une vie de femme assimilée femme féminine, etc. Aux yeux de la société, c'est difficile. Et je sais que posséder un utérus, c'est la règle de l'emmerdement maximale, en général. Et là, ce reportage, dès le début, je sentais un truc qui allait pas. C'était trop positif, trop de paillettes, trop... tout est génial, tout est beau. Et au début, en plus, ils interviewent beaucoup. Très rapidement, je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'hommes interviewés, surtout un. Et je me demandais qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir à dire sur une start-up qui était orientée sur le plaisir féminin. Ça m'a fait bizarre. Ils avaient un forum sur Internet. J'ai commencé à le lire. Les gens y postaient ce qu'ils faisaient, proposaient des plans à 3, des plans à 4 et même à plus. Un tel qui couche avec un tel et un tel et un tel qui regarde un tel coucher avec un tel. Je comprenais pas comment tout ça pouvait être possible. Ça devait forcément être faux. J'en étais sûr, ça ne pouvait pas vraiment exister. Et si ça existait vraiment, jamais ils ne m'accepteraient parmi eux. Mais en fait, non. C'était bel et bien réel. Alors que je vivais seul sur un bateau, du jour au lendemain, je me retrouvais à vivre dans un entrepôt avec une quarantaine de personnes et je partageais un lit avec ma partenaire de recherche. Et il y a beaucoup l'ambiance start-up. On sent que Didon, qui est le nom de la créatrice, a vraiment compris toute cette dialectique de la start-up. When you look at orgasm, what I found is it has the same fundamental goal as the internet, and that's human-to-human connection. Et tout ce concept pour vendre aussi. Parce qu'on va parler, hein, c'est aussi de la vente. Un peu, je pense que tu es d'accord avec moi, notamment le témoin principal qui apporte beaucoup de documents internes, qui est un peu ambigu, mais le geek par excellence, quoi. Et l'incel aussi, on se rend compte un peu comme ça. J'ai l'impression que plus ça avance, plus les gens qui regrettent le lancement de la start-up, c'est des hommes et pas des femmes. Et si c'était vraiment un truc orienté pour les femmes, ça devrait être des femmes qui seraient là, c'est génial, je regrette trop cette époque, mais c'était trop ma vie.
Alors quand je dis femmes et hommes, c'est vraiment parce que ce documentaire, il est très hétéro-orienté, très cis-orienté. Hein. D'ailleurs, on va voir que dès que les gens ils sortent un petit peu du côté hétérosexuel cis, justement, ils ont eu un vécu encore plus difficile que les autres. Tout à fait, ouais, il y a quelque chose qui est très misogyne, hein, très genré sur les rôles de chacun. À un moment, enfin, là, ça devient plus difficile hein, dans le documentaire, mais on va parler aux hommes de la bête qui est en eux, le prédateur. On admet clairement que la sexualité masculine est prédatrice. Et en fait, les femmes doivent accueillir la bête. Et là, ça devient très particulier. Très, très particulier. Je trouve ça étonnant qu'en Europe, on soit un peu passé au travers de ça. Netflix a beaucoup de reportages sur les sectes en général. Et en fait, c'est toujours le même schéma. On vend un truc, on va libérer notre âme, parce que c'est le but, hein, c'est de libérer notre âme, notre esprit, nous rendre meilleurs à tous les points de vue de notre vie. Et au final, ça va virer en secte bizarre qui prend notre argent et notre corps, et c'est tout. Et c'est toujours les hommes qui vont se retrouver gagnants dans cette équation. Et pour un concept censé être libérateur, je trouve que c'est une vraie prison. Plus ça va, plus je me rends compte que dans ce documentaire, plus on passe de la libération à une culture du viol qui est prenante et une femme qui tient des propos de plus en plus problématiques. Et je dis pas problématiques dans le sens on peut plus rien dire. Elle dit on ne peut plus rien dire et elle balance des trucs que je pensais même pas que même avant MeToo, avant tout ça, on puisse les dire et se regarder dans un miroir et se dire moi, cette personne me dégoûte. Quand je l'entends parler, plus ça va, plus elle me dégoûte. Venant d'une femme, c'est encore plus dur, triste à écouter. Ouais. Bon, enfin, on se rend compte aussi qu'elle, c'est quelqu'un qui a un problème avec la vérité. Hein. Alors, autre chose, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est toute l'idéologie, la dialectique New Age, qui est très, très présente et qui s'associe à toute la pensée néolibérale dans le côté commercial. Hein. Parce qu'en fait, c'est une sorte de pyramide de Ponzi. Hein. Enfin, on doit vendre. On doit vendre des formations. Ça revient souvent. Hein. Il faut vendre, il faut vendre. Parce que tu l'as vu aussi, mais au début, on a des participants qui deviennent des commerciaux. Ça me rappelle, on va pousser un peu, mais c'est comme des fanboys ou des fangirls. C'est le système des startups. Hein. Et là, et associé à ça, il y a toute la dialectique New Age. Alors cette dialectique qui est en fait le New Age est de la fin du 19e, début 20e siècle. Hein. Et le New Age, c'est l'idée de croissance personnelle, de meilleure version de soi-même, d'épanouissement, la pensée positive, et toutes ces choses qui en fait ont l'air libératrices et qui enferment, qui sont liées à la pensée magique et qui amènent vers l'idée sectaire, quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont cet aspect sectaire qui s'incruste dans un des trucs qui est le plus étonnant pour moi actuellement, c'est que toutes ces sociétés qui vendent des formations qui t'apprennent rien. Et il y a un youtubeur que j'adore, il est complètement troll, c'est Babor l'éléphant. Et en fait, il est vachement dans ce délire des fois il achète même des formations pour montrer que derrière, il n'y a rien, en fait. C'est des gens qui vendent des formations et qui te forment à devenir commercial, à vendre des formations, pour revendre des formations. Et en fait, encore une fois, là, on a vraiment ce truc. D'abord, on te vend un produit, quel qu'il soit. Puis ensuite, on te vend des formations. Et il y a des journalistes qui s'y sont intéressés. C'est-à-dire qu'elle a eu une tribune. Elle a pu dire « Ouais, grave, je fais ça, c'est tout à fait cool. » Et donc là, on a eu ton idole, hein. Alex, c'est ton idole. Gwyneth Paltrow, dont je ne me souviens pas ses rôles, je me souviens juste qu'elle a vendu un parfum à l'odeur de son vagin. Et elle a tellement sa place, cette personne, dans ce... Elle vend des trucs un peu bizarres, toujours en lien avec la sexualité et toujours décalés. Et donc elle a totalement sa place dans ce reportage, même si c'est l'espace de 5 minutes. Tout à fait, et c'est même cohérent, on la voit avec... la fondatrice, Nicole Didon, et on la voit effectivement donner de l'audience. Enfin, ils ont même signé un partenariat à un moment, je pense. Il y a eu des produits en commun. Je me souviens bien, il y a un moment, il y a quelque chose. Et effectivement, on voit ça. Et c'est l'idée aussi, toujours ce terme de bien-être sexuel.
En fait, on s'est un peu renseigné tous les deux, hein, on a cherché un peu, on se rend compte qu'en fait, ça, c'est typiquement pour vendre des choses. C'est un bel exemple de marketing, par contre. Cette reportage aussi montre aussi du marketing appliqué à quelque chose qui touche profondément l'être humain, sa sexualité. Et les traumas qui vont avec. Parce que là, il y en a quelques-uns. Le trauma, c'est ce qui a servi, en fait, à créer ça. C'est une sorte de... comment dire, tu es une femme, tu sais pas te servir de ton corps, t'es nulle, viens chez nous. Et puis les hommes, on leur dit, vas-y, viens, tu vas être important. C'est des incels, souvent, qui faisaient ça. Au final, ils avaient un certain ascendant physique et psychologique sur la personne qui manipulait. Tout est histoire d'ascendant dans tous les sens. Ça correspond aussi à une tendance actuelle, hein, le coaching. On voit, si vous avez Instagram, on voit très vite arriver les coachs. Et c'est l'idée aussi de vous améliorer. Et donc, c'est l'idée de la performance en même temps. Il y a une idée de performance, on en parlait. Par exemple, la méditation orgasmique, c'est assez ridicule au fond, parce que c'est un quart d'heure, 15 minutes, c'est ça, hein, 15 minutes, avec des process. On met des gants en latex, ce qui est étonnant, alors que ça met en avant le contact entre deux êtres, deux corps, mais c'est des gants en latex. Il y a quelque chose de très procédural, de très propre, hygiéniste à l'américaine. On vous vend quelque chose. Et le documentaire est intéressant sur l'idée, on comprend le mécanisme qui peut passer du bien-être, de l'idéologie du bien-être, à du marketing et à de la vente pure, mais pure et dure. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça rassurant quand même qu'ils mettaient des gants en latex, parce que je me dis, si en plus ils avaient des MST en plus du reste, on était foutus. Hein. Il y a des week-ends où ils vivent en communauté dans le hangar, ils appellent ça le hangar. On parle pas de protection là-dedans. Hein. Et il se passe pas mal de choses. One Taste organisait des événements très relax. Et les personnes qui y travaillaient dégageaient un sentiment de bonheur et de calme. Ils vous invitaient à venir faire du yoga avec eux, à les aider à organiser un autre événement, et vous étiez en quelque sorte happé. Non seulement tous ces gens heureux et amicaux avec lesquels je traînais faisaient partie d'une organisation, mais ils vivaient tous ensemble. Welcome to One Taste San Francisco. I'm going to take you on a little tour inside the building. Come on in. Et il y a encore un truc, le côté familial, le côté on est là les uns pour les autres, à la vie, à la mort. Alors moi qui suis plus vieux que toi, le côté family plus Californie, ça m'a rappelé quelqu'un. Hein. Charles Manson et la family. Et c'était une secte qui était basée sur la sexualité aussi. Il y a quelque chose de redondant en fait. On retrouve toujours cette même idée d'utiliser le sexe pour attirer de nouveaux adeptes. Alors ils ne sont pas été jusqu'au meurtre comme Manson a fait, mais on sent cet hameçonnage par le sexe et comme tu l'as dit, effectivement c'est pour les hommes. En fait ça met en avant le bien-être féminin et en réalité c'est fournir quelque chose à des hommes qui payent cher et très cher. On a des tarifs, c'est démentiel. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est énorme, c'est médiatisé. Enfin, je veux dire, je crois que même Kim Kardashian, à un moment, ou Kardashian, je sais pas comment on dit, elle en a parlé. Ça a été médiatisé. Il y a des journalistes qui s'y sont intéressés et pas que dans un but d'investigation. Il y avait vraiment cette curiosité. Ça a permis aussi d'attirer encore plus de monde. Moi, après ce documentaire, on en avait parlé tous les deux. Il y a énormément de choses qui tiquent dans d'autres contenus. C'est un schéma qui se répète un peu partout et qui fonctionne. Oui, tout à fait. On en avait discuté et moi, je lis sur les réseaux sociaux certains propos. On voit que, en fait, c'est une utilisation très, perverse du concept de sex positive, qui est un concept tout à fait intéressant. Mais on voit comment des gens mal intentionnés servent dans des vraies questions de société et des vraies recherches, des vraies prises de parole intéressantes. Et moi, je lis maintenant, on a parlé, moi je lis certains propos, certaines personnes, je lis ce qu'elles écrivent de manière un peu différente. Ce documentaire vous poussera à dire « c'est étrange ».
Je sais pas si on peut le faire, mais moi, je pense que je mettrais peut-être un lien vers un podcast dont je vous recommande fortement l'écoute. D'ailleurs, je suis replongé très fortement dans ce podcast après ce documentaire, les méthodes choc, et je retrouve en fait des mécanismes qui étaient expliqués de dérive. On les retrouve dans le documentaire. Alors, je sais pas si Chef Pomme l'autorisera. Je pense que si, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir... ça permet de rebondir aussi, non? C'est intéressant. Oui. Moi, MetaChoc, je l'ai pas écouté, parce que c'est le genre de truc, après, ça fait marcher le cerveau. Mais ça ouvre des réflexions, c'est intéressant. Et ce genre de reportage, quand tu te reposes après dessus, tu peux pas le regarder et genre passer... Enfin, moi, je trouve que le regarder et passer à autre chose, c'est difficile. Et ça marque... ouais, ce reportage, moi, il pousse à réfléchir. Il y a une vraie... mais c'est presque de l'autodéfense. Je trouve que ce reportage vous oblige à avoir après des réflexes d'autodéfense intellectuelle, d'autodéfense cognitive quasiment. Se dire, ah oui, je peux me faire manipuler, parce qu'on est tous capables de... là-dessus, personne ne peut clairement dire je ne suis pas manipulable. Ça, c'est pas vrai. On l'est tous et toutes. Donc là, c'est évident. Et ce reportage montre ce qu'on voit, toi comme moi, on a vu des gens là qui sont pas des gens éduqués, des gens très éduqués même, qui se font totalement piéger. Et eux-mêmes en parlent. Ils ont un peu honte. Hein. Je crois qu'à un moment, il y a un intervenant qui dit il y a une honte aussi à dire mais on s'est fait piéger. Quand tu t'es fait couillonner, enfin, t'es au marché le dimanche, c'est cool, là, tu te balades, et puis là, il y a quelqu'un qui veut te vendre un truc, tu dis non, ben non. Et là, que ce soit un vêtement, un gadget ou quoi, tu vas l'écouter. Comment ça s'appelle c'est un vrai... Tu sais, ceux qui t'embrouillent un petit peu. Ouais, voilà, les camelots. Tu te fais avoir et tout, et puis après, t'as cet objet que t'as payé, et tu dis... Mais t'as presque un regret presque immédiat, tu rentres chez toi, et tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Et on te dit, mais qu'est-ce que t'as acheté comme connerie? T'es là, non, mais c'est vachement bien. Tu défends cet objet parce que t'as coûté de l'argent et t'as un peu honte de t'être fait avoir comme un bleu. Il y a un petit peu ce côté, on peut t'embrouiller à tout moment. Il y a des formations pour embrouiller les gens. Enfin, les managers, on leur apprend à parler aux employés pour qu'ils soient plus dans l'acceptation. Moi, dans mon métier, je suis infirmière, on m'apprend à parler aux gens pour qu'ils se sentent mieux. Mais c'est aussi une forme de manipulation. Positive, certes, mais c'est une manipulation. On peut apprendre à manipuler des gens, la PNL, programmation neurolinguistique. Il y a des milliards de livres sur l'hypnose, sur l'auto-hypnose. C'est des techniques. Et la PNL, d'ailleurs, si on écoute MetaChoc, en fait, la PNL n'existe pas. Il n'y a aucune preuve scientifique de la PNL. Mais on va te vendre plein de formations qui se reposent sur ce concept il y a aucune preuve scientifique. Hein. Il y a des études, rien, il n'y a rien. La PNL ne fonctionne pas, mais ça, c'est un concept marketing. On te vend des formations. C'est bien de se dire j'ai le contrôle de moi, j'ai le contrôle des autres, je suis quelqu'un qui a du pouvoir. Le pouvoir, c'est vraiment un levier. De toute façon, le pouvoir et l'argent, c'est deux leviers essentiels. Et Nicole Dedon, elle avait les deux. Regardez le reportage pour voir comment elle a financé à la base sa start-up. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle a créé ça, comment elle l'a monté et comment ça s'est effrité derrière. En fait, c'est vachement malsain. Apprendre à se mettre dans les failles des individus. Elle est arrivée dans les années 2000 où le gros truc, la grosse faille, c'était le sexpo. Et je trouve que le sexpo, enfin le sexe positif, enfin bref, la sexualité positive, c'est quelque chose d'extrêmement retors parce que ça peut très vite être dangereux. Et dangereux, c'est le vrai mot. C'est dangereux parce que ça expose à énormément de choses. Et moi, je pense que ce reportage... C'est un reportage qui est anodin et qu'à la base j'ai regardé parce que j'ai vu Gwyneth Paltrow, j'ai vu une coiffeuse dire « Je vais vous faire une coupe orgasmique » et j'ai commencé à rigoler. Et en fait, à la fin du reportage, je me suis dit « Mais c'est super intéressant. C'est pas juste une start-up bizarre, c'est quelque chose qui amène une vraie réflexion sur des sujets de société dont malheureusement on n'a pas le cul sorti des ronces, hein, malheureusement. » Et c'est vrai que il y a une période de digestion pas de sidération, enfin presque de sidération. C'est vrai, quand on a fini le documentaire, il y a un petit moment, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vu, quoi? Ça fonctionne. Enfin, comment des gens, et notamment Nicole Dedon, mais il y a aussi des témoignages sur ses ex-maris, etc. C'est assez cynique, hein, vous verrez. Mais on voit comment des gens arrivent à faire ça. Et c'est toujours... Moi, je pense qu'à la fin, je me suis dit, alors en fait... ouais, je pourrais me faire avoir. C'est peut-être possible.
C'est avec des gens comme ça, je suis pas à l'abri. Personne ne l'est. Quand on regarde Nicole, on la regarde dans les yeux et elle nous regarde aussi. Elle nous fixe du regard. C'est comme si elle voyait tout de nous jusqu'au plus profond de notre âme, y compris tout ce qui est repoussant, surtout ce qui est repoussant. Et alors qu'on est enveloppé par ce regard, on est aussi décortiqué, comme si on était observé au microscope. Une fois, elle me regardait et elle a commencé à jouer à ce jeu avec moi. Elle voulait faire ressortir mes désirs et elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle savait les faire sortir, les extirper. Alors je réponds « Je veux plus de sexe, je veux plus d'orgasme, je veux plus de plaisir, je veux plus de sentiments de communauté. » Mais elle a continué « Allez, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ?» C'est comme ça que ça se passe. Et donc, j'ai fini par puiser au plus profond de mon ventre, de mon utérus, et là... Je ne l'avais jamais dit à voix haute, mais j'ai dit « Je veux avoir un bébé ». Et j'étais soulagée. Mais elle a continué. « Non, pas si vite. Quoi d'autre ?» J'ai répondu « C'est tout ». Elle a répété « Quoi d'autre ?» Et j'ai fini par dire « D'accord, je veux faire une démo ». Une démo est une démonstration d'une femme qui jouit pendant 1 heure. Nicole a fait... Et elle a regardé autour d'elle. « Vous avez entendu ça ?» On y est arrivé. C'était ça son désir le plus profond. Et donc, je venais de dire devant tous ces gens que je voulais faire une démo, en sachant très bien que ce n'était pas mon propre désir. C'était celui de Nicole. Je m'en remettais donc entièrement à Nicole. Ce documentaire, on l'oublie pas. C'est possible. En fait, on se dit c'est possible. Même ça, c'est possible. C'est vraiment quelque chose que il faut voir. Alors après, comme on l'a dit, il y a des trigger warnings, il faut être prêt. C'est pas extrêmement violent sur les images. C'est sur les faits et quand on se met à la place, parfois, notamment, il y a un témoignage, une ancienne membre va témoigner par l'intermédiaire de sa sœur. C'est là que c'est violent psychologiquement, mais c'est pas gratuit. Voilà, c'est ça. C'est un documentaire qui est pas gratuit du tout. Après, si vous êtes mal à l'aise, il y a quand même des moments où on comprend très clairement ce qui se passe, où on va assister à des séances des séances de masturbation globalement, mais ça va être flouté, on va pas entendre forcément ce qui se passe, mais on comprend ce qui se passe. On préserve quand même bien la sensibilité des gens. Voilà, c'est un documentaire qu'on peut lancer, je veux dire, nos voisins ils vont pas se dire mais qu'est-ce qui se passe. Par contre, moi je suis un peu dérangée par les propos, notamment de Nicole Dedon. Je trouve qu'il y a des propos qu'elle tient qui peuvent être extrêmement violents pour des victimes de violences sexuelles certes, mais de violences en général. Tout ce qu'elle dit sur les victimes et les agresseurs est extrêmement violent et dangereux parce que moi je le regarde, je me dis mais qu'est-ce qu'elle est conne, vraiment, c'est ce que je me dis, j'ai envie de la secouer quand elle dit ça, parce que pour moi c'est violent, c'est presque une agression d'entendre ça. Et pourtant je me dis quelqu'un c'est pour ça aussi que 18+, c'est bien, quelqu'un qui a pas la maturité, il pourrait se dire ouais grave en fait. Il y a un peu du victim shaming, il y a du victim shaming, du vrai victim shaming, et c'est pas bien. Et enfin, c'est pas bien dit comme ça, c'est bizarre, hein, c'est un jugement moral, mais c'est mis dans un contexte pour bien montrer quand même que le documentaire ne se positionne pas du côté de cette personne. Mais il cite ses propos, et citer des propos en 2023, des fois, c'est montrer une vidéo de cette personne qui tient ses propos. C'est vrai qu'en plus, on se rend compte qu'il y a une journaliste qui témoigne de Business Insider. C'est elle qui a fait le premier reportage écrit, parce que sur One Taste, elle a reçu un témoignage d'un membre et elle a décidé de faire une enquête. Elle-même avait assisté à une conférence de presse où la fondatrice fait une OM, une méditation orgasmique, devant les journalistes. Vous verrez les images. C'était une conférence de presse, quoi. C'était une démo produit. Alors la fin, vous découvrirez, on ne peut pas parler vraiment de fin de cette société, mais ce documentaire a eu d'ailleurs il y a eu des plaintes, je pense, de la société contre Netflix. Ce documentaire a précipité une dénonciation, a ajouté une dénonciation. C'est un documentaire qui a eu aussi des conséquences, clairement. Et ce documentaire en plus se positionne à un moment où, vous le verrez si vous regardez le reportage, où justement il se passe des choses, c'est-à-dire l'histoire n'est pas finie, l'histoire continue, et à l'heure actuelle, je me suis un peu renseignée juste avant qu'on enregistre, c'est pas fini. Ça veut dire que, connaissant Netflix, ils l'ont fait pour d'autres reportages comme les meurtres de Murdoch, il est possible qu'ils sortent un 2e épisode pour dire
Ou comme Tiger King d'ailleurs, dire ben voilà, les répercussions suite au reportage, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils aiment bien faire ça. Mais voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, et clairement pas un One Taste 2.0. Même si vous cherchez sur internet, si vous tapez The Institute of OM, vous allez tomber sur un site extrêmement propre qui vous fera croire que c'est extrêmement documenté, parce que c'est ça la force de ça, c'est que je l'ai fait au bac en philo. Tu mets une vraie citation parmi 12 fausses citations, ça va crédibiliser toutes les autres. Voilà, on enrobe de la merde dans un paquet de soie. Et même, comme tu le disais tout à l'heure, elle va tenir des propos qui sont... Oui, on blâme les victimes. Elle tient des propos qui sont terribles devant des dizaines, des centaines de personnes qui approuvent. Quand on est préparé psychologiquement, quand on vous prépare psychologiquement, vous êtes capable d'ingérer n'importe quelle saloperie et de l'intégrer. Nicole a fait certaines choses malsaines avec certains de ses employés. Par exemple, elle les faisait regarder des lions chassant en troupe et déchiquetant des proies. Et elle disait « On est comme ça, on est des lions, on ne fait rien de mal. C'est comme ça qu'on mange. » La bête en nous, la violence, la rage, elles étaient banalisées. Les membres étaient encouragés à être psychologiquement brutaux les uns envers les autres. La première fois qu'ils font quelque chose de vicieux envers quelqu'un d'autre, ils sont encouragés. Ouais, t'as vraiment montré la bête en toi. On sait au fond de nous qu'on a fait quelque chose d'horrible. Mais One Taste a complètement redéfini le sens du bien et du mal. Ça, c'est aussi l'intérêt de ce documentaire. Il va au-delà de One Taste, il va sur quelque chose de plus profond, je pense, sur comment on peut manipuler les gens. Là, on est devant des gens qui ont des bacs plus, c'est des gens des CSP+, des gens très très formés. C'est d'autant plus inquiétant. Quand t'as les moyens de lâcher 10 000 € pour la mettre des doigts dans des kikis, c'est forcément que t'as les moyens. Ah, sûr, pas dedans, sûr. Moi, j'ai pas les moyens. Hein. Bon, après, j'ai pas fait des grandes études, mais je sais qu'il faut quand même avoir une certaine place dans la société ou être très endetté pour se permettre ça. Hein. Il y a tout un système de prêts aussi. Hein. C'était assez amusant. Ils faisaient des prêts. Ils étaient en liaison avec des sociétés de crédit. Je crois. Moi, il y a un adepte qui en parle. Et puis, on peut aussi payer ces séances en vendant. Mais c'est comme un dealer. Hein. En fait, le consommateur peut payer ses doses en dealant pour le plus gros dealer. Et c'est là que je me dis, c'est le genre de reportage, ce serait pas la réalité, genre ce serait dans une fiction, pas dans The Boys ou un truc vraiment extrême comme ça, mais ce serait dans une fiction normale, je dirais non, enlève ça, c'est pas, baisse d'un ton, ça passera pas, c'est trop gros, c'est pas crédible. Et en fait, quand ça arrive dans la réalité, tu dis non, mais sérieux? Je me dis, mais ce serait une fiction, j'y croirais pas. Et c'est la réalité, j'ai du mal à me dire, mais c'est vraiment arrivé, ça s'est passé comme ça, et c'est passé crème en fait. Plus c'est gros, plus ça passe finalement. Moi, c'est ça qui me fait réfléchir à la fin de ce genre de reportage. C'est vrai. C'est un reportage sur la réalité. C'est une investigation. C'est au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. C'est projet Blair Witch. Non, mais c'est vrai. Après, on pourra mettre éventuellement dans la description un ou deux liens des familles qui luttent contre les dérives sectaires. Il y a un article qui est très bien fait. Je pense que ça sera intéressant de le mettre, qui est justement lié à tous ces dérives liées à One Taste. C'est un petit article qui est bien fait. Je pense qu'on pourrait le mettre. Ça peut être intéressant pour des gens qui connaîtraient peut-être des personnes étant tombées dans ce genre de manipulation. Je vois que tu as mis plein de trucs sur le documentaire. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Je vois que tu as mis pas mal de... Pour le documentaire, ouais, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé un article qui était intéressant parce qu'en fait, quand l'OM a voulu être répandu en France, ils ont contacté Libération. Il y a une journaliste de Libération en 2016 qui fait un article qui est très lucide, par contre, qui est très bien fait et dans lequel elle explique elle-même qu'elle voit cette espèce de mélange qu'on voit encore beaucoup dans le mouvement yoga, le mysticisme. On prend des concepts hindous, orientaux, très mal compris, on les mélange avec une spiritualité un peu étrange, et on en fait un gloubi-boulga qui va fonctionner. La journaliste, en 2016, là, One Taste battait son plein en 2016. Hein. Dans le reportage, on le dit qu'ils ont une succursale en France. Et dans cet article, il y a le recul par rapport à ça. Et moi, j'avais vu un truc qui m'avait fortement intéressé, je pourrais le lire, mais dans le site d'association contre les dérives sectaires, il y a une gynécologue et autrice. Donc elle dit « Je pense que le terme bien-être sexuel n'a aucun sens. Il n'a pas de définition précise et semble avoir été créé purement et simplement
afin de vendre des produits, des programmes de coaching, et également afin d'instaurer cette dangereuse idée qu'une femme devrait être sans cesse excitée, sous-entendant que si ce n'est pas le cas, alors on a des choses à vous vendre. Et c'est exactement ce qui se passe dans One Taste. Et c'est exactement ce qui se passe aussi. Moi, je regarde beaucoup maintenant qui me passe dans les réseaux sociaux et je le sens. Cette idée que quand on veut votre bien-être, on veut vous vendre quelque chose. La notion aussi de victime et de bourreau, moi, elle m'intéresse. Il y a un témoin, on en a parlé tous les deux, hein. Il y a un témoin, on se demande où il se situe. Moi, je me demande pas. Je pense qu'il est dans les deux, oui. Oui, je suis d'accord, il est dans les deux. Parce que en fait, c'est quelqu'un qui a trouvé sa place dans cette société et qui, quand je dis cette société, c'est One Taste parce que justement dans la société qui est la nôtre, il a pas trop sa place. C'est quelqu'un qui vit sur un bateau et qui regrette le temps de One Taste et qui lui parle. En fait, au début, on se dit juste ouais, c'est bon, c'est un mec, il était sur un bateau, il avait pas grand chose à perdre, il est arrivé là et là, tu te rends compte qu'en fait, il fait partie des gens qui ont rendu One Taste parce que One Taste, ça aurait pu être juste un truc un peu bizarre. Mais il a contribué, il fait partie des gens qui ont contribué à ce que ça s'escalade. Ça aurait peut-être pu, dans un monde utopique, ne pas s'escalader et rester juste une petite échelle. Ouais, c'est la force de One Taste, attirer des gens compétents pour l'objectif de développer la société. Au début, on le sent, notamment ce personnage, il va devenir le cinéaste, en fait. Hein. C'est ça, hein. Je pense que je me trompe pas, c'est lui qui a fait toute la com. Ouais. Nicole Didon, là. Elle a su très vite s'entourer de gens compétents. Ils ont mis leurs compétences au service d'un projet qui au début, ils le trouvent libérateur, avec une partie de prédation aussi pour certains. Et c'est ça aussi, montrer que c'est aussi du travail gratuit et comment on peut emmener les gens et les faire devenir des chevilles ouvrières pour le profit de quelqu'un d'autre. Ouais, parce qu'ils sont pas allés chercher des pauvres dans la rue, ils sont pas allés chercher des gens qui étaient malheureux, ils sont allés chercher quand même des gens qui avaient un certain statut, que ce soit financier, que ce soit sociétal ou quoi, et ils ont réussi à... C'est ça que je trouve impressionnant dans ce reportage, c'est montrer comment des gens, pas comme toi et moi, mais même au-dessus en termes de place dans la société, peuvent partir comme ça en couille, en fait. Enfin, parce qu'au final, il y a des vraies victimes, il y a des prédateurs, il y a des gens un peu entre les deux, et il y a cette gourou qui est... moi, je trouve ça... J'ai pas les mots. Il n'y a pas de manichéisme. Blanc et noir, c'est plus compliqué que ça. Il y a toute une gradation de responsabilité et il y a des victimes complètes, hein, totales. Et on a des gens qui sont entre les deux, quoi. Qui n'étaient pas des victimes et qui... Après, elles ont pris conscience de leur statut de victime aussi. D'ailleurs, tu disais, il n'y a pas de blanc ou noir, mais par contre, dans One Taste, j'ai l'impression que tout le monde est blanc. Ou alors c'est moi, peut-être ? Oui. J'ai vu quelques personnes racisées. On en voit peut-être, mais très peu, en fait. Il y a très très peu de gens racisés. C'est très très blanc, hétérosexuel, cis, friqué. On est vraiment quand même sur un truc très très de niche. Mais quelle niche ? Cis, ou alors un peu comme, on peut penser à certains clubs libertaires, etc. Mais c'est, oui, la bisexualité, elle est bien, mais chez les femmes. On sent un peu quelque chose parfois, notamment quand il parle des séjours, il passait 3-4 jours dans le hangar, là. On sent quand même que il y a cette vision très patriarcale, très misogyne de la bisexualité, quoi. Bah, moi, je l'ai senti comme ça. Après. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils prônent une ouverture d'esprit totale, et en fait, ils sont renfermés total sur eux. Mais on est ouvert d'esprit, mais pas trop non plus. Enfin, c'est une ouverture d'esprit, mais comme je te dis que tu vas être ouvert d'esprit. Oui, tout à fait. Une ouverture d'esprit de façade. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, en fait, tout le pitch de départ qui est exposé, qui est donc du bien-être, de l'ouverture au monde, à son monde intérieur et tout ça, au final, tout ça, c'est vraiment juste histoire de dire, quoi. Si on reprend le pitch de départ, il n'y a rien. C'est juste... Donnez-nous votre argent, donnez-nous votre dignité, donnez-nous tout, et puis on vous donnera pas grand-chose en échange. Ouais, ou alors on vous donnera, c'est le principe du coaching, on va vous donner une étape, mais comme vous n'atteindrez jamais, il faudra passer par le deuxième coaching, le deuxième programme de coaching, puis le troisième programme de coaching.
Et en fait, on vous promet l'atteinte d'une croissance, d'une autre version de vous-même, d'un état supérieur de conscience ou tout ça, mais c'est jamais l'atteinte complète. Donc il faut payer la formation suivante. Et il faut encore payer la formation suivante. Et on vous propose un stage de 3 jours au hangar. Voilà. Et après, on vous propose 5 jours au hangar. Hangar qui est devenu un donjon BDSM d'ailleurs, racheté par un des témoins. Et en fait, on a l'impression que c'est un tunnel de vente. Ce qu'on appelle un tunnel de vente. On vous met dans un tunnel de vente. Et en regardez, je pense que tu l'as vu aussi, on met très vite en place le programme VIP. C'est incroyable comment vraiment ça suit le cheminement de la société de consommation, la start-up, le coaching, tout y est. Et le pire, c'est que là, on vous dit plein de choses, mais en fait, on vous a rien dit non plus, parce qu'en 1h30, là, on vous a quasiment rien raconté. C'est juste nous, la réflexion qu'on a derrière. Mais il se passe tellement de choses en un temps tellement réduit de 1h30, mais ça va tellement loin et il y a tellement d'informations. J'aurais presque préféré qu'ils en fassent une mini-série tellement tout s'enchaîne et tu te dis oh, non, sérieux? Et genre le programme VIP, genre te dire vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez donner encore plus d'argent. On pourrait faire une analyse sociologique, une analyse économique, une critique du capitalisme, de l'ultralibéralisme, on pourrait faire la métacognition, enfin on sent que c'est riche. On le digère en fait. Moi je pense qu'il y a une vraie phase, parce qu'on se découvre quelques temps après, on se dit bah oui mais tiens il y avait ça. Ça pousse à la réflexion. Ce documentaire, moi, m'intéresse parce que, en dehors de montrer quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on c'est vrai que en fiction, on n'aurait jamais cru ça, il me pousse à réfléchir, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qui est vraiment le plus intéressant. Ouais, je suis assez d'accord. Ça permet après, derrière, pour le coup, et sans payer de coaching supplémentaire, compris dans votre abonnement Netflix, ça permet d'avoir des clés pour comprendre pas mal de... Je trouve que c'est tellement gros que c'est presque un tutoriel sur comment comprendre certaines sectes, comment comprendre certaines startups, comment comprendre certains trucs de coaching, comment comprendre les dérives du sexpo, mais sans payer une formation. On n'a pas l'air d'apprendre, mais en fait, on apprend. On apprend et on apprend l'autodéfense intellectuelle. Je pense que l'autodéfense est sens critique avec ce documentaire. Si vous voulez apprendre l'autodéfense tout court, sur YouTube, il y a Frank Ropers qui a une chaîne et qui explique les mouvements de base. C'est... voilà. Ah ouais, on est multiservice ici. Hein. Vous avez plein de références. Eh bien, David, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? As-tu par hasard des podcasts? J'ai plusieurs podcasts. Donc, il y a Les Yeux Clos. Et il y a le célèbre « Je déteste les podcasts ». Célèbre, je suis très modeste. Alexom aussi, le streetcast d'une intelligence artificielle. Et puis, j'interviens régulièrement. Enfin, j'ai fait quelques chapitres. Et là, c'est mon premier watchlist. C'est toi qui m'as initié au watchlist. Et toi, Alex, on te retrouve où? Moi, on me retrouve sur Podcut, sur watchlist et chapitres. J'interviens régulièrement pour conseiller souvent des trucs japonais et coréens, parce que j'ai peu de passion dans la vie. Et sinon, j'ai un podcast également sur Podcut qui s'appelle Gonbe et qui parle de la Corée du Sud, essentiellement sous son point de vue culturel. Voilà, je parle de drama, de K-pop, d'alphabet coréen et de diverses choses et de piment. Il est très bien. Moi, j'ai découvert des choses sur la Corée que je ne connaissais pas. Mais c'est gentil. Moi, j'aime beaucoup, je déteste les podcasts parce que ça me fait beaucoup... Les Yeux Clos aussi, il est bien, mais franchement, je déteste les podcasts. Ah oui, je déteste tellement les podcasts que j'en écoute beaucoup. Oui, je m'amuse beaucoup, mais des petits travers. De temps en temps, je fais passer des messages. D'ailleurs, vous verrez, j'en ai fait un récemment qui est un peu inspiré par tout ça. Donc, oui, je vois. Watchlist est donc un podcast du label Podcut, comme nous l'avons dit. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord pour venir parler avec nous, mais également sur les autres réseaux sociaux, Twitter, devenu X, Instagram. Et nous avons également un Patreon. Voilà, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Watchlist. Bye bye. Bye bye. On est passé d'une sorte d'utopie à un enfer. Elle était fascinée par ce qu'elle pouvait faire aux gens. C'était quelque chose qui l'électrisait. Des gens ont été blessés. Des gens ont été profondément blessés. Elle pensait sauver le monde en prenant l'argent des gens et en perturbant leur équilibre émotionnel. Bienvenue en enfer.